BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Thierry Hulot. Il est président du LEM. Le LEM, vous le savez, c'est toute l'industrie pharmaceutique. C'est 270 entreprises adhérentes. C'est à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires représentés, 271 sites de production. Thierry Hulot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser. Ce matin, vous avez présenté un peu votre plan au nom de l'industrie pharmaceutique, parce que vous inquiétez, parce qu'on parle beaucoup du budget 2025, mais vous avez besoin d'un PLFSS, du plan de financement de la sécurité sociale, et normalement c'est aussi dans 15 jours, et vous n'avez toujours pas de ministre. Juste un point, comment faites-vous pour retrouver le Nord, alors que vous avez connu 8 ministres en 7 ans, et même encore pire, en 2 ans, il y a eu 6 ministres de la Santé, puis il y en a un 7e là, qui va sortir du chapeau, ou une ministre de la Santé. C'est ingérable, non ? Alors, une des forces de la France, c'est son administration, qui assure une continuité de l'État. Alors, continuité de l'État, c'est pas de changement, c'est pas de réforme, mais au moins, tout ne s'arrête pas. Et puis, on peut travailler avec l'administration, ce qu'on a fait tout l'été, à préparer les dossiers, à dialoguer, à échanger. On n'est pas toujours d'accord, mais je veux dire, le travail continue. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'arbitrage politique. Oui, bien sûr. Oui. Et tout ce que vous avez prévu avant, forcément, a sauté, non ? Alors, éventuellement ralenti. Certains grands projets étaient sur les rails et se poursuivent, mais les idées de réforme de fond, comment réformer le financement, la régulation du médicament, c'est juste à l'arrêt. Et il y a urgence à redémarrer pour les Français. Nous, on est là pour quand un patient a besoin de son traitement, il l'est. Et il faut réformer ce système. De nombreuses analyses l'ont montré. Il y a un rapport du Conseil d'État de la semaine dernière qui montre que cette industrie fait face à des injonctions contradictoires. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, il faut dire aussi que de votre côté, pas toujours simple. On va parler, Thierry Hulot, de date de péremption. On va parler de médicaments qu'on pourrait avoir sans forcément avoir une ordonnance. On va parler aussi d'une campagne que vous avez lancée de date de péremption, donc je le disais, et de pénurie. D'abord, une question. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est une phrase, c'est votre slogan. Ce matin, vous avez annoncé 1 milliard d'économies. Puisqu'on cherche à faire des économies, vous avez dit banco, nous, l'industrie pharmaceutique, on est prêt à vous présenter un plan d'1 milliard dans le cadre de ce PLFSS qui va être négocié dans les 15 jours. Ça consiste en quoi ? Alors, c'est très simple. Pour garantir l'accès des patients français à leur traitement, il faut que nos entreprises aient de l'air pour respirer, de l'air pour investir, de l'air pour employer. On voit bien les finances de l'État aujourd'hui. On ne peut pas tous aller demander plus. Donc on a réfléchi, est-ce qu'on peut optimiser l'économie du médicament ? Et cette économie permettra de baisser les taxes sur le médicament, car nous sommes taxés à plus de 66% sur nos résultats, et nous avons les prix des médicaments parmi les plus bas d'Europe. En moyenne 10% de moins que les grands pays européens. Donc c'est la double peine. Et ce qu'on dit, on peut faire différemment, et ça permettra de réduire les taxes sur le médicament, donc de donner de l'air à nos entreprises sans gréver plus le budget de l'État. C'est inédit. Je crois qu'aucune organisation professionnelle n'a jamais fait cela. Alors comment ? 3 mesures assez simples. On va continuer de promouvoir le bon usage. Le bon usage, c'est on prend le bon médicament au bon moment. Rien de plus, rien de moins. On a fait une campagne au mois de juin qui se poursuit ces jours-ci sur comment réduire le nombre de médicaments chez la personne âgée de plus de 65 ans, car au-delà de 5 médicaments, ça ne sert plus à grand-chose. Bah oui, mais ça, faut le dire aux médecins. Nous, les patients, on nous donne tas de médicaments, voilà. Donc bon. Alors il faut le dire aux patients, qu'il en soit conscient, comme ça il peut entamer le dialogue avec son médecin. Il faut informer les médecins. On a financé de manière, par un don, un éditeur de logiciel pour qu'un médecin qui prescrive plus de 5 médicaments ait un pop-up qui crée une alerte. Et ce qui est très intéressant, j'ai eu ce matin les premiers résultats. Ce logiciel est disponible depuis début août. Ouais. En 1 mois, il a été téléchargé par un médecin généraliste sur 4. Donc il y a bien une prise de conscience des professionnels de santé. Et sur le 1,5 million d'ordonnances, le pop-up est apparu 250 000 fois. Oui, mais une sanction derrière, il y a quoi ? Mais l'idée, c'est pas de la sanction, c'est le dialogue avec le patient, de se dire est-ce que tout est vraiment nécessaire ? Et ce qu'on peut faire différemment, c'est rentrer dans cette démarche de, quelque part, sobriété, le bon médicament au bon moment. Et tout ce qu'on ne consommera pas un peu par excès, permettra de diminuer les pénuries, de diminuer les coûts sur notre système de santé et d'assurer que le pays de Pasteur reste le pays de la carte verte, de l'accès aux soins pour tous. Oui, mais en même temps, vous nous renvoyez aussi un peu sur nos patients. Je suis d'accord qu'on est conscient, mais alors, vous voyez,
Vous prenez un cas, je vais prendre mon cas, allergie à la clim, et à la poussière, otite, rhume comme tout le monde. Vous allez voir un médecin, notre médecin, vous vous retrouvez avec 10 médicaments en une journée, quoi. Donc, et c'est pas moi qui le demande, moi je dis, mais attendez, j'ai trop de choses, je fais des émissions, c'est difficile. Hop, c'est pas grave. Ce qu'il faut encourager, c'est ce dialogue, de se dire, est-ce que tout est nécessaire? Dans certains cas, tout est nécessaire, il n'y a pas débat, mais c'est se poser la Mais question. c'est au médecin, non? Au pharmacien. Je vous le dis, on le voit sur les premiers résultats. Ça marche. Ça marche. Et ça peut faire combien d'économies? Parce qu'elle va faire votre milliard d'économies. Alors, 300 millions. D'accord, ok. 300 millions. Alors, déjà, il en reste 700. Il en reste 700. 300 autres en simplifiant la vie de tout le monde. Vous parlez d'allergie. Il y a des rhinites allergiques qui nécessitent souvent d'aller voir le médecin pour avoir son traitement, avoir une ordonnance. On propose de simplifier, de faire ce qu'ont fait d'autres pays européens, et pour des molécules bien connues, bien encadrées, vous en discutez avec votre pharmacien et vous avez le traitement tout de suite. Ouais. Dans ce cas-là, vous ne serez pas remboursé, mais vous aurez le traitement tout de suite. Et de temps en temps, dans les cas de rhinite, on se dit, pour quelques euros, je préfère les mettre et être soigné demain, ce soir, que d'attendre quelques jours. Mais il y a une question de pouvoir d'achat pour les Français à ce moment-là, non? Il s'agit de priver personne de l'accès aux soins. C'est ça la démocratie sanitaire. Pour ceux qui diraient non, financièrement, je ne peux pas, ils pourront toujours aller voir leur médecin et avoir leur ordonnance. De là, on peut atteindre 300 millions d'euros d'économie en année pleine. Alors. Et puis la dernière mesure, c'est entre le prix officiel d'un médicament et le prix réel, il y a une différence qu'on appelle la remise, qui est un montant, entre guillemets, secret, que l'industrie verse à l'assurance maladie. Le montant des remises pour cette année va être de l'ordre de 8 milliards d'euros. À cela, vous ajoutez la taxe sur la clause de sauvegarde et vous avez à peu près dans les entreprises 10 milliards d'euros de trésorerie qu'on ne verse à l'État qu'avec en moyenne 18 mois de retard. Vu l'état de nos finances publiques, vous imaginez si le 1er janvier, on faisait un chèque au ministère des Finances en disant les remises, on vous paye tout de suite tout ce qu'on vous doit, on n'attend pas les 18 mois, 10 milliards cash de dette en moins, et ensuite, au lieu d'attendre 18 mois, pour l'avenir, on va vous les payer au mois, au trimestre. Et en échange, vous demandez quoi? Que tout ça permette de réduire la clause de sauvegarde, qui est cette taxe sur l'industrie pharmaceutique. Donc, nos mesures, et c'est inédit, c'est proposer de faire différemment pour donner de l'air à tout le monde. Oui, mais en même temps, si vous voulez diminuer cette clause de sauvegarde, en un mot, vous pouvez peut-être expliquer la clause de sauvegarde? Alors, c'est très compliqué dès qu'on parle de sécu et de médicaments. Technique. Et pourtant, ça nous concerne. La clause de sauvegarde. Le Parlement vote un budget pour le médicament remboursé. Si ce budget est dépassé, l'industrie pharmaceutique en rend 70%. Dans les années précédentes, en 2015, le budget, il était calculé pas mal et on tombait à peu près sur la consommation. Ces dernières années, le budget qui est voté, il est inférieur à la consommation de médicaments de l'année d'avant. Donc on sait au 1er janvier qu'on va payer de l'impôt et c'est devenu totalement hors de contrôle. Cette taxe qui n'existait pas il y a quelques années en arrière coûte aujourd'hui 1,6 milliard. D'accord. Okay. Nous, ce qu'on propose avec notre plan d'économie, c'est de la ramener à 1 milliard l'an prochain, 750 millions l'année d'après, 500 millions d'ici 2027. Et là, en entreprise responsable des finances publiques, on propose une économie différente du médicament pour y arriver. Dans notre jardin, on ne dit pas aller prendre à l'hôpital, aller prendre à quelqu'un d'autre. On regarde chez nous comment faire différemment. Thierry Hulot, ça c'est très intéressant. Il y a aussi, on reviendra sur la question des dates de péremption, mais sur la question de pénurie de médicaments. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des mesures qui ont été prises, mais enfin qui n'ont jamais été adoptées, parce que finalement il y a des changements de gouvernement, là on en a parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est concrètement? Alors, concrètement, les entreprises du médicament avaient proposé un plan d'action il y a maintenant 18 mois en arrière. En février-mars dernier, la ministre Vautrin a fait un plan pénurie 2024-2027 qui reprenait à peu près 80% de nos propositions d'une année avant. C'est bien, maintenant il faut que ça se mette en musique et qu'on n'ait pas des stop and go. Ça nécessite un arbitrage politique. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alliance européenne qui est en train de se créer au niveau de la Commission européenne pour lutter contre les pénuries au niveau européen, avec une liste européenne de médicaments critiques et un plan d'action détaillé. C'est une très bonne nouvelle. Là aussi, il faut s'assurer que ce soit mis en œuvre. Nous, entreprises du médicament, on est là pour que quand vous ayez besoin d'un traitement, il soit disponible. Oui, mais enfin, vous savez bien, de l'Iprane, tout ça, vous savez bien que ça n'a pas été le cas. On n'y est pas encore. La Ventoline, là encore, en ce moment, impossible à trouver.
On n'y est pas encore, on progresse, les systèmes d'alerte, les systèmes de tension qui sont mis en place permettent de mettre les différents interlocuteurs autour de la table, de trouver des solutions. Et les derniers chiffres publiés par l'Agence du médicament montrent que le dialogue fluidifie le système, fait que le nombre de pénuries réelles n'augmente pas, a même légèrement diminué. Aujourd'hui ? Par contre, je n'ai plus le chiffre exact en tête, c'est équivalent à l'an dernier. Par contre, le nombre d'alertes a augmenté. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que chaque labo joue le jeu et prévient quand il y a un risque. Après, il y a autre chose, c'est l'accès aux médicaments, aux nouveaux médicaments. On voit, parce que vous êtes le patron de Merck en France, vous me disiez tout à l'heure, Merck, vous êtes spécialisé dans les anticancéreux, aussi l'autre maladie très grave, la sclérose en plaques. Voilà. Donc, on fait d'énormes progrès, notamment grâce à l'immunologie. On sait qu'il y a des nouveaux traitements, mais ils coûtent beaucoup trop cher. Donc, on peut les avoir ailleurs, mais pas en France. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Sur les médicaments de rupture, les médicaments qui transforment une prise en charge de pathologie, a été mis en place en France un système dit d'accès précoce, il y a à peu près 3 ans, qui a permis de prendre en charge à peu près 100 000 nouveaux patients qui étaient en impasse thérapeutique. Donc ça, c'est un véritable progrès. Ça reste marginal parce que c'est pour des innovations de rupture. Mais il y a aussi toutes les innovations que j'appelle du quotidien, qui font que votre traitement est plus facile à prendre. l'immunologie, par exemple, pour vous, c'est une innovation de rupture. Alors, c'est une innovation de rupture. Oui, mais pourquoi les nouveaux traitements, on n'y a pas accès parce que ça coûte trop cher en France? Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde... Vous êtes d'accord avec moi, non? On n'a pas... on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès aux nouveaux traitements en France. Il y a certains traitements qui n'arrivent pas en France, et par rapport à ce qui est approuvé à la communauté européenne, il y en a un tiers qui n'arrive jamais sur le marché français. Et là, il faut simplifier les procédures. Et c'est de la faute à qui? Là, au laboratoire ou alors à l'administration française? Il y a plusieurs choses. C'est la commission de transparence, la haute autorité de santé, évalue si le médicament approuvé a des preuves scientifiques suffisamment fortes pour être pris en charge par la solidarité nationale. Donc ça prend un certain temps. Puis ensuite, il faut négocier un prix. Oui, c'est ça le prix. Et c'est là où les laboratoires disent non, le prix qu'on négocie en France, il n'est pas intéressant pour nous. On préfère aller ailleurs. Par moment, il y a une situation de blocage parce qu'on a en France des prix plus bas que dans les principaux pays européens. Et puis, juste un peu pour l'anecdote, même de temps en temps, quand on est d'accord, on prend encore 2 à 3 mois pour pouvoir commencer à commercialiser le médicament parce que signer l'accord de prix prend 20 signatures au ministère de la Santé. Mais donc quand même, en fait, le point important, c'est que les prix sont bas, très bas. Vous avez même commencé votre interview là-dessus, Thierry Hulot, en disant les prix sont très bas en France. Et donc c'est quand même un problème, parce qu'on est dans un monde capitaliste, enfin c'est une industrie. Si vos prix sont bas, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas amortir vos efforts de recherche, vous ne pouvez pas réindustrialiser. Je voudrais qu'on parle, il nous reste 2 sujets importants, donc on a peu de temps. Crédit impôt recherche. Le sujet qui fâche. Parce que vous avez vu, il y a Sophie Binet, vous voyez, qui est la leader de la CGT, qui a dit à propos de Sanofi, qui est en train de vendre sa branche grand public, qui dit, mais attendez, 1 milliard de crédit impôt recherche pour Sanofi, alors qu'ils sont en train de vendre à des étrangers leur branche grand public de l'Iprane, en plus, dont on a eu, puisqu'on a parlé, on a eu un problème de pénurie. Donc il faut limiter ce crédit impôt recherche. Il faut faire du donnant-donnant. Mais qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Parce que par moments, certains... on veut faire des économies, vous-même vous faites des économies. On veut être leader en innovation, en recherche. On veut réindustrialiser, on veut garder nos ingénieurs, on veut garder nos PhD. On a eu il y a quelques années la mise en place du crédit d'impôt recherche, qui était une idée tellement mauvaise que tous les pays européens nous l'ont piqué. Et maintenant, nous on se dit on va arrêter. Et mais on a l'idée que ce crédit, c'est que quand les chercheurs, quand Sanofi met sa recherche en dehors de France. Donc là, on se dit, pourquoi ce crédit n'est pas un cadeau. Pour obtenir un crédit d'impôt recherche, il faut un projet de recherche qui est contrôlé, qui est validé, qui nécessite d'investir en France, d'embaucher en France. Il y a une véritable contrepartie. Donc ne mélangeons pas tout. Et c'est quoi la contrepartie, par exemple, pour Sanofi? Vous voyez, ça tombe bien, ça ne correspond pas à Merck. C'est quoi la contrepartie? Il faudrait demander à Sanofi directement. Mais la contrepartie, je peux vous le dire, quand ça concerne des Merck, vous dites, je vais faire tel essai de recherche clinique en France, en partenariat avec tels hôpitaux, dans telle durée. Voilà les critères qu'on attend. Oui, mais vous voyez bien qu'il y a... C'est pas un cadeau. Non, mais puisque vous représentez, c'est d'accord qu'en tant que Merck, vous ne pouvez pas répondre sur Sanofi, mais en tant que président, justement, de toutes les entreprises de santé, il y a un problème de recherche en France. Il faudrait que la recherche, elle reste en France, que les sites de production, ils restent en France, et que les entreprises
entreprises restent françaises, non? Ou pas? Ben, tout ce que vous venez de dire, si on coupe les crédits d'accompagnement, si on ne considère pas que cette industrie est stratégique pour la France c'est clair, et pour tout le monde l'Europe, est d'accord là-dessus. donc si l'industrie est stratégique, on la soutient, on l'accompagne. Oui. C'est ce qu'on a fait dans les autres industries. Oui. Et on ne complexifie pas à chaque étage et on n'asphyxie pas de taxes. C'est l'injonction contradictoire, très bien rapportée dans le dernier rapport du Conseil d'État de la semaine dernière. D'accord. Donc vous dites non, pas de touche au crédit impôt recherche. Non, continuons à innover et de faire de la France une terre de recherche, d'innovation au service de nos concitoyens. Mais est-ce que vous comprenez que ça, quand même, ça soit un sujet, cette vente de la division grand public de Sanofi? Chaque entreprise, comme vous l'avez dit, est une entreprise privée avec des investisseurs qui, à un moment, font des choix stratégiques. Avec beaucoup de subventions. Faisons de la France un territoire attractif et la question ne se posera plus. Oui. Donc ça veut dire que le territoire, il n'est pas attractif. Pas assez, et on le voit dans le bilan à 360, la photographie que nous avons publiée au mois de juin dernier, qui montre que dans le podium européen, la France, en termes d'attractivité pharmaceutique, se déclasse. Oui, relisons le rapport très récent du commissaire européen Mario Draghi, qui a remis un rapport sur l'attractivité de l'Europe, qui décrit très bien le phénomène. Il est urgent d'agir et d'avoir une politique de santé dans la durée. Thierry Hulot, en 20 secondes, vous avez lu Que choisir, et il y avait une enquête assez intéressante du reste sur cette fameuse date de péremption, en disant mais finalement, ils ont trouvé des médicaments, je ne sais pas, qui avaient 30 ans, 25 ans, ils sont tout aussi efficaces que ceux qui ont 1 an ou 2 ans. Alors, votre réponse est quoi? Oui et non. L'approche est très intéressante parce qu'il faut tous qu'on aille vers plus de sobriété pour protéger notre planète et la sauver. Oui. Ensuite, c'est toujours aussi efficace parce que ce qui montre, j'ai lu l'article, c'est qu'il reste encore 80% du principe actif. La question, c'est, et les 20% qui ne sont plus du principe actif, c'est devenu des produits de dégradation. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ne sont pas toxiques, qu'ils ne sont pas potentiellement cancérigènes, qu'ils sont à une dose acceptable? Donc ça nécessite de se mettre autour de la table avec l'agence, de faire des études scientifiques si besoin, et de se dire, est-ce que pour cette molécule-là, en toute sécurité, on peut augmenter la date de péremption? Nous serons au rendez-vous de ce débat-là, car il va dans le bon sens. Vous serez autour de la table. Merci de cette info, en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir été autour de la table de BFM Business. Thierry Hulot, donc le patron des entreprises de santé du LEM, était notre invité. Il veut faire 1 milliard d'économies. Vous allez savoir à quelle sauce vous allez être mangé. C'est pour bientôt.